Si vous étiez un livre de chevet, lequel seriez-vous et pourquoi? En quelques mots. Je serai sans doute Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier, parce que c'est un livre que j'ai lu dans ma jeunesse, aux alentours de mes 16 ans, et il m'a vraiment donné le goût de la lecture. Ça a été un des livres phares de ma jeunesse, et j'y pense souvent et je le relis aussi, épisodiquement. Voilà. Si vous étiez un format de livre, lequel choisiriez-vous? Ah, un format de livre. Oh, je crois que je choisirais le livre de poche pour pouvoir l'emmener partout, même à la plage. Voilà. Le côté Un peu. voyageur, hein. On va en Oui. parler bien évidemment. Si vous étiez une maison d'édition, Alors en page, évidemment, parce qu'elle est toute jeune et que mon livre parle aussi d'une petite fille. Et voilà, j'estime que elle a, elle a tout à gagner, à grandir et à s'épanouir, tout comme moi je l'ai fait. Voilà. c'est pour les gens qui nous écoutent, en page, une maison d'édition en Belgique du côté de Liège, exactement. Ah, Et donc, toute jeune, on avait déjà reçu Eva Binamé, ici il y a quelques semaines, de la maison. Eh bien, on continue sur les très très bons auteurs de cette maison grâce à vous. Merci d'être là. Si vous étiez un rayon dans une librairie, lequel choisiriez-vous? un rayon dans une vie. Oh, peut-être le rayon bande dessinée pour les couleurs, parce que je suis très sensible aux couleurs. Et quoique j'aime la BD en noir et blanc aussi, hein. Mais voilà, oui. Ou alors, évidemment, bon, les romans, peut-être d'aventure, quelque chose qui me fasse rêver, voyager aussi. Voyager, je pense que ça va être le maître mot de tout ce qu'on dit. Si vous étiez un marque-page original, quel Ah, eh bien, objet? j'en ai fabriqué un moi-même, justement, en broderie. Et ça m'a pris des jours et des jours pendant le confinement. Mais ça a été vraiment. J'ai fait quelque chose de magnifique. C'est dommage, je ne l'ai pas ici tout près de moi, je vous l'aurais montré. Mais voilà, On un pourra. marque-page fabriqué de mes mains. Eh bien, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à suivre Fabienne, je vais vous remettre le lien dans une seconde, mais comme ça, elle pourra peut-être nous montrer son marque-page, hein, qui sait, sur les D'accord, ça réseaux. va, je prendrai une photo, je vous on, dirai fera, demain. on fera comme ça. Si vous étiez un temps de conjugaison, pendant que je mets tout ça, Oh, le présent, bien sûr. Le présent, parce que le bonheur l'habite et que j'en profite tous les jours. Et voilà, c'est vraiment le temps le plus. C'est le temps dans lequel j'ai écrit mon roman, d'ailleurs. Au présent. Vraiment pour qu'on plonge dans l'histoire tout de suite. et si vous étiez un signe de ponctuation, Un signe de ponctuation. Peut-être 3 points de suspension, parce qu'il laisse présager et imaginer pas mal de choses au lecteur. J'estime que le lecteur a aussi sa part à apporter au livre lorsqu'il le lit. On partage quelque chose, lui et moi, et c'est ça que j'aime aussi. Et c'est pour ça que j'adore aussi recevoir les retours des lecteurs, savoir un peu comment ils ont ressenti le roman et ce qu'ils ont imaginé peut-être entre les lignes. et si vous étiez, pour terminer ce petit questionnaire, pour faire connaissance, si vous étiez un verbe, lequel choisiriez-vous? Oh, je choisirais peut-être espérer. C'est un verbe c'est une réalité que je vis depuis petite fille, l'espoir toujours voilà, de jours meilleurs et puis l'espoir que demain maintenant sera aussi beau qu'aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous propose de partir directement dans ce livre pour lequel je vous ai invité ici. Pendant que je mets la couverture pour nos amis qui nous regardent, en direct ou en replay, parce que soyons fous, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent en replay, mais je vais vous mettre la couverture. Ma première question, la vraie question, elle est incroyable d'originalité. Est-ce que je pourrais vous demander de pitcher ce livre pour les personnes qui ne savent pas du tout de quoi il parle? Quelle est l'histoire?
que vous pourriez découvrir dans L'Afrique pour se perdre, pendant que je mets la couverture? Alors, l'Afrique pour se perdre, évidemment, c'est l'histoire d'abord d'une famille, une maman toute seule avec ses 3 enfants, qui quitte son mari, cancérologue et américain, et qui décide qu'il vaudrait beaucoup mieux qu'elle perde ses enfants quelque part plutôt que de voir son mari américain partir avec les enfants éventuellement aux États-Unis et les élever à l'américaine. Parce que cette jeune femme, qui était ma mère, euh, était une grande amoureuse de la francophonie, et elle avait d'ailleurs écrit elle-même. Et voilà, quand on lit le roman, on découvre un petit peu ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à son livre. C'est un peu malheureux, mais bon, voilà. C'était quelqu'un de très anticonventionnel. Elle, euh, Elle est partie à l'aventure, vraiment avec nous 3. Elle avait un diplôme de psychologue en poche qui lui a permis d'enseigner. Donc, elle a donné des cours à des futurs instituteurs à Louloabourg, qui devenait Kananga en 1971, après que Mobutu, en octobre, ait décidé que tous les noms devaient changer. Et donc là, nous sommes restés 2 ans. Et puis ensuite, elle est allée donner cours à Bukavu, à des grandes terminales. Donc, et là, elle a vraiment, c'est quelqu'un qui souhaitait vraiment apporter quelque chose à l'éducation, et elle s'y est prise vraiment. Je voulais lui rendre un hommage aussi par ce roman-ci. Et alors, c'est aussi évidemment l'histoire de la petite Lise, qui était moi, évidemment. Bon, disons qu'elle me ressemble comme 2 gouttes d'eau, puisque c'est quand même un roman. Et cette petite fille va être en quelque sorte une espèce de caméra qui va ressentir la vie de sa maman et vous la raconter avec sa sensibilité d'enfant. Et puis vous allez découvrir ce qui lui arrive à elle aussi, son amour pour ses amis congolais, puis zaïrois, et son envie de suivre les cours aussi avec ses amis. Ce qui fait que Milou, la maman, va accepter que ses enfants aillent à l'école publique qu'aucun blanc ne fréquente. Et les enfants, donc mon frère et moi et ma sœur, nous avons été élevés avec toute cette propagande mobutiste qui était là pour faire de Mobutu un super-héros. Nous avons hurlé des slogans lors du lever au drapeau à la gloire de ce Mobutu que nous ne connaissions pas spécialement, mais voilà, on a vécu vraiment, nous, la véritable histoire au cœur de l'école là-bas. Et Et on a appris à connaître évidemment tout, tout le, tout le contexte comme ça. eh bien, on va y revenir. C'est beaucoup d'informations, mais rassurez-vous, on va revenir sur tout ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Avant tout, Oli Oli Boîte nous dit que la couverture est magnifique. Ben, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'elle elle invite au voyage aussi, et donc c'est plutôt très réussi. Salut Kiko, bienvenue à toi. J'ai essayé de pas casser le robot. Tu me diras si j'ai si j'ai bien fait ça. Et effectivement, Dirty, t'as très très bien suppléé, et donc je pense qu'on lui doit un petit quelque chose. Vous le disiez, donc c'est en très très grande partie lié à une histoire vraie, la vôtre. Je me demandais déjà pour commencer, est-ce qu'il y a une part de fiction à l'intérieur de ce livre, ou est-ce que le but était vraiment de faire un récit de vie qui colle très 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 bien à la réalité de ce que vous avez vécu. Je précise pour les gens qui nous écoutent, on est dans l'histoire aux alentours de 1970 et 1973. Entre les deux, on est sur ces 3 années-là, comme ça on se situe un petit peu au niveau du temps. Mais est-ce que tout est réel, ou est-ce que vous avez comblé certains trous par de l'imaginaire? Eh bien, tout est réel, ça oui, mais il y avait des informations que j'ai eues. Bon, ma sœur est 7 ans plus âgée que moi, donc elle a pu quand même, elle a été ma mémoire vivante, donc elle m'a raconté beaucoup de choses, mais parfois de façon assez lacunaire. Bon, il y a eu cette histoire du complot contre Mobutu et les Blancs de Bukavu que
Milou a réussi à éradiquer. Euh, mais je n'avais vraiment que ça. Donc là, j'ai vraiment imaginé la manière dont ça a pu se passer, mais le fait, lui, est vrai. Donc voilà. Et puis j'ai évidemment imaginé aussi, je me suis mise dans la peau de Milou, j'ai imaginé ses pensées. Il faut savoir aussi que j'ai retrouvé un journal intime qu'elle avait fait, enfin une dizaine de pages, c'était pas énorme, mais justement ces pages-là ont pu vraiment booster mon imaginaire et ça m'a permis de justement me mettre un peu mieux dans sa peau puisqu'elle est décédée quand j'avais 17 ans, donc je ne pouvais plus lui parler. Il a fallu vraiment voilà, que j'imagine un petit peu un nouveau dialogue entre elle et moi. Et c'était un peu le but de ce livre aussi. Ça m'a fait très plaisir de le faire. Alors, on est en pleine période de rentrée scolaire et c'est vrai que c'est un des thèmes de ce livre, c'est finalement l'éducation, puisque Milou est enseignante, que vous, les trois enfants, vous débarquez dans un pays qui a priori n'est pas le vôtre, il faut être éduqué. Et vous le disiez en préambule, hein, donc il s'est passé des tas de choses. D'abord, on vous a mis dans une école, et puis c'était pas D'abord, voilà, et c'était pas exactement un très bon choix, d'après ce que j'ai cru comprendre. Vous pouvez expliquer ce oui, changement? Déjà, quand on arrive, on va où? Et puis, ce qui voilà. s'est Donc, passé pour vous? quand on arrivait à l'époque, forcément, une femme seule avec trois enfants, tout le monde arrivait et tout le monde l'assaillait de conseils. Et le premier conseil qu'elle a reçu, évidemment, Milou, tu dois mettre tes enfants à l'école belge. C'est ce qu'elle a fait. Ça coûtait la peau des fesses, pour dire les choses crûment. Mais voilà, elle s'est rendue compte aussi que l'éducation qu'on y recevait n'était pas nécessairement excellente, puisque des fautes de français restaient dans les dictées de mon frère, des fautes de calcul chez moi. Moi, c'était plutôt le calcul qui posait problème. Et bon, elle se demandait, mais finalement, pourquoi payer aussi cher pour voilà, quelque chose qui n'équivaut peut-être qu'à une petite école de village et encore, parce que dans les écoles de village chez nous, les professeurs pouvaient être exceptionnels aussi. Mais voilà, donc enfin, il s'est passé des choses dans la cour de récréation. Il y avait un esprit vraiment, je dirais, colonialiste, raciste qui y régnait. Il y avait, bon, comme anecdote, je peux citer cet enfant, ce grand garçon de 10 ans, quand moi j'en avais 6, qui se vantait d'avoir un chien dressé à attaquer les Noirs. Et moi qui avais mes amis à l'extérieur, mes amis noirs à l'extérieur de l'école, les enfants du boy, de la sentinelle, puisque boy et sentinelle il y avait évidemment à l'époque, on vivait comme ça. Eh bien, je les ai défendus, j'ai foncé sur ce garçon, je lui ai cassé ses lunettes. Et puis, l'institutrice n'a pas compris. Elle n'a pas voulu que je m'explique non plus. Donc, je me sentais vraiment complètement incomprise. Et une fois rentrée chez nous, j'ai exigé quelque part, et mon frère m'a soutenu, de changer d'école et d'aller à l'école avec les enfants de la Sentinelle. Et c'est comme ça que Milou nous a écoutés. Et dès le lendemain ou 2, 3 jours après, je ne sais plus exactement, mais nous y étions dans cette école-là. Et là, nous avons vraiment découvert l'envers du décor. C'était tout autre chose. Et si on devait en retenir quelque chose de l'envers de ce décor, pour l'exemple, pendant que je vous laisse réfléchir à tout ça, mais il y a notamment le fait qu'un étudiant pouvait, par exemple, marcher 4-5 heures pour arriver à l'heure au cours le matin. Ça montre une certaine motivation. Quand je pense que moi j'étais à un quart d'heure en bus et que je trouvais ça long, euh, je sais pas vous qui nous Oui, écoutez si vous avez la même chose que moi, mais je trouvais ça tellement long alors que j'avais un bus 15 minutes et quelques embouteillages quand même. Mais voilà, là c'est vraiment très différent. Et alors vous le disiez, des chants dont vous ne compreniez pas trop les paroles et des choses comme ça. C'était quoi l'école en fait, donc publique? ma mère, elle, vous parlez de cet étudiant qui marchait 4 ou 5 heures, il habitait la Brousse. Et c'est vrai que pour assister au cours de ma mère, il marchait autant que ça.
Et Milou a estimé que des étudiants comme ceux-là, il fallait vraiment les soutenir. Alors elle les invitait le week-end et la maison devenait un salon littéraire. On parlait de Baudelaire, de Rimbaud. On a vraiment... elle a tout fait pour essayer de les faire réussir dans la vie. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Elle se donnait à fond. Et moi, de mon côté, dans ma petite école, eh bien, je subissais par exemple le salongo. Le salongo, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était ce travail manuel que Mobutu prônait, puisqu'il se voulait devant son peuple le plus grand travailleur au monde d'ailleurs. Et donc nous, c'était une après-midi par semaine, nous devions sortir des bâtiments de l'école et aller avec une houe retourner le terrain derrière. On nous apprenait en fait à devenir de futurs cultivateurs qui pourrions prendre soin de notre famille d'une bonne façon. Donc savoir cultiver la terre, même si elle était dure comme de la pierre et que Milou ne pensait pas non plus à me donner de chapeau de soleil. Donc j'ai frisé l'insolation plus d'une fois. Ah bah oui, Oui. parce que moi avec ma coupe, j'aurais quelques petits soucis. Je suis en train de me dire. Et le livre, et c'est important, je pense, est raconté par le regard de Lise, et donc un regard d'enfant finalement. Alors déjà, est-ce que c'est facile de se remémorer, de se mettre dans la peau d'un enfant? Alors quand on l'a été, c'est peut-être plus facile, mais c'était important que cette histoire se passe à travers ses yeux à elle, plutôt que par les yeux de Milou par exemple. Oui, c'était très important parce que il m'est arrivé tellement de choses là-bas que j'avais vraiment envie de me remettre dans la peau de Lise. Et il y avait une petite phrase que Milou m'a écrite un jour lorsque j'étais adolescente dans mon carnet de poésie. Et elle m'avait écrit: reste poète, danse et souris, ne deviens jamais adulte, reste poète, danse et souris, tu connaîtras le bonheur de vivre. Et ça, c'est une phrase qui ne m'a jamais quittée. Et c'est vrai que ça m'a percuté. J'avais 12 ans quand elle m'a écrit ça. Et je me suis dit, mais c'est vrai que apparemment Milou, le passage à l'âge adulte pour elle ne s'est peut-être pas passé aussi bien qu'il aurait fallu. Et elle me disait quelque part, elle me faisait passer le message: cultive l'enfant qui est en toi. Et je crois que je l'ai fait. Vraiment, chaque année, je me posais la question: est-ce que j'ai vraiment changé par rapport à l'année passée? Est-ce que je suis toujours aussi, est-ce que j'ai toujours la même sensibilité? Et je pense que même maintenant, adulte, j'ai gardé ça. En tout cas, le fait d'avoir écrit ce livre m'en a encore plus rapproché. Et je crois que c'est une grande richesse de garder l'enfant qui est en soi. Alors, mais vous le disiez, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est une forme d'hommage, on va y revenir, mais vous me disiez notamment donc, que Mobutu était très apprécié dans la région à Kasaï où vous avez été, et puis beaucoup moins à Bukavu, je pense, de ce que je sais. Et alors vous me disiez, votre maman a sauvé de nombreuses vies à Bukavu en déjouant un complot contre Mobutu qui n'était pas du tout apprécié dans cette région-là. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des choses qui vous ont été racontées ou vous vous souvenez? C'est ça qui est intéressant. En fait, ma sœur m'avait raconté ça. D'accord. Et mais en quelques mots, et c'est cette partie-là que j'ai évidemment un peu plus imaginée. Mais bon, le complot n'était peut-être pas vraiment ciblé sur Mobutu lui-même, mais en tout cas sur les Blancs, puisque les Blancs étaient les alliés de Mobutu. Les Blancs se servaient beaucoup, ils se remplissaient les poches à l'union minière, etc. Donc c'était quand même... voilà, alors que la population congolaise était quand même... voilà, ils avaient faim, ils ne gagnaient pas beaucoup, c'était la corruption de toutes les façons possibles pour essayer d'arrondir ses fins de mois, parce que Mobutu ne payait pas nécessairement facilement ses soldats. Par exemple, il y a une partie du roman où je parle d'un soldat de Mobutu qui a tenu Milou en jour pour essayer d'avoir de l'argent. Mais voilà, c'était la situation qu'on vivait
à l'époque. Donc voilà, les blancs de Bukavu ont risqué effectivement un week-end de se retrouver assaillis par les hommes léopards, notamment les agnotos des montagnes, et les villageois. Ils allaient descendre et ils allaient nous massacrer, apparemment. C'est ce qui avait été dit par des nouvelles connaissances de ma mère qu'elle avait invitées au salon chez nous. Et bon, elle a réussi à déjouer ce complot, mais je ne peux pas non plus trop vous en dire, parce Non, que sinon vous n'aurez plus envie de lire le livre. surtout pas, Euh, surtout pas. voilà, elle a réussi, elle a trouvé le moyen, en tout cas, pour que ça ne se passe pas. Donc lisez le livre et vous saurez. Voilà. Alors, c'est une histoire familiale. Je me disais, pourquoi avoir modifié les prénoms, vu que ce sont finalement des proches? Oui, en fait, moi, mon vrai nom, c'est Fabienne Elisabeth Zuterman. Donc, le Lise vient de là, évidemment. Ma sœur, c'est Karine. J'en ai fait Alix. Mon frère, c'est Jean-Luc, mais c'était John aussi dans la famille américaine. Donc là, j'ai gardé John, puisque notre père était américain. Et Karine, Alix, parce que je devais m'approprier vraiment les personnages. Et le fait de changer les prénoms, je prenais une distance par rapport à mon vrai frère et à ma vraie sœur quand même. Et quelque part, je pouvais mieux en faire ce que je voulais dans mon roman. C'était une impression peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai fait et je pense l'avoir réussi avec bonheur. Voilà. Et donc, de nombreux thèmes hein, dans ce livre, et notamment, c'est un peu la raison du départ vers ce pays. C'est le. Alors, ne pas être élevé à l'américaine, comme vous le disiez en début d'interview, mais c'est aussi du coup le manque du père chez l'enfant que vous étiez, j'imagine, puisque vous débarquez avec frères et sœurs, avec votre maman, et pas de père. Oui, effectivement. Et bon, c'est la raison pour laquelle, lorsque ma mère a trouvé enfin, elle a rencontré un prince russe, Igor Amishkin dans le roman, je ne dirai pas son vrai nom parce que lui aussi, il a fallu que je le change, parce qu'il y a encore des personnes de sa famille ici en Belgique. Mais bon, je me suis attachée à cet homme très rapidement parce que justement j'étais en manque de père. Il y a eu le pasteur protestant aussi qui a tenu son rôle et qui m'a vraiment joué des airs d'accordéon pour me faire rêver. Et il était très important pour moi. Il était vraiment protecteur. Et alors, manque d'un père, et puis maltraitance aussi. Oui, en fait, voilà, c'est peut-être le, le sujet un peu plus sensible chez moi. C'est bien normal. En fait, j'ai appris que Milou n'avait pas voulu ma naissance. Donc, elle a cherché à avorter avant que je ne naisse. Donc, je suis née quand même grâce à mon père. Et mais ça, j'ai appris tout ça par la suite. Mais évidemment, il y avait les silences de Milou que je ne comprenais pas bien à mon égard. J'ai un peu grandi comme une herbe sauvage à côté d'elle sans qu'elle s'occupe de moi. Donc j'ai suivi le sillon de la famille. Donc il y avait ce volet-là. Et puis j'ai eu un grand frère qui était assez particulier, qui se prenait pour l'homme de la famille et qui voulait se prouver qu'il était un homme, donc sexuellement parlant aussi. Euh, donc j'ai vu des choses que je ne devais pas voir et il m'a fait vivre des choses que je n'aurais pas dû vivre en tant que petite fille. Mais encore une fois, voilà, lisez le livre, je préfère que vous le découvriez dans la lecture plutôt Et que... sans justement trop dévoiler de l'histoire, c'est une manière de faire la paix avec beaucoup de choses. Le fait d'écrire ce livre, ça vous a fait du bien justement de mettre des thèmes sans en dévoiler trop pour que les gens qui nous écoutent puissent évidemment découvrir tout ça. Mais ça fait du bien d'écrire un livre quand on a vécu quelque chose comme ça. Oui, mais surtout que c'était un projet de longue date. Quand je suis rentrée du Zaïre, j'avais 9 ans et j'avais la sensation d'avoir vécu quelque chose de tellement exceptionnel que je voulais vraiment
écrire un roman un jour sur ces 3 années-là. Donc c'est déjà l'œuvre de toute une enfance et de ma jeunesse que j'ai réalisée là, donc c'est quand même un objectif énorme euh, qui m'a fait un bien fou. Et puis, bon, vraiment, oui, ma mère étant décédée, que j'avais 17 ans, mon frère est décédé à l'âge de 47 ans, lui, donc voilà, il était jeune aussi, j'étais un peu plus jeune que lui, mais disons que ce qu'il m'a fait vivre étant petite, c'est vrai que c'était une façon aussi de, voilà, de faire la paix avec lui aussi et avec ma mère et de le laisser quelque part partir avec mon pardon complet peut-être. Il y avait peut-être un peu de ça. Oui. Voilà. Et puis un merci quand même aussi à ma mère pour tout ce qu'elle m'a fait vivre là-bas, malgré les manques à certains moments de ma vie. Mais voilà, je crois que l'exemple en tant que professeur pédagogue qu'elle m'a donné euh, a fait de moi peut-être quelqu'un de différent. Si j'avais eu une autre mère, je n'aurais pas été la même. Donc voilà, on n'en a qu'une et je voulais lui rendre hommage. Alors, il reste quelques minutes pour parler encore de ce livre. J'ai aussi l'impression que c'est un peu un livre inclassable. Ça parle de beaucoup de genres différents. Il y a beaucoup de genres, il y a un côté aventure, récit de vie, il y a pas mal de choses différentes. C'est un peu un livre inclassable, d'après vous. Mais c'est vrai qu'il est difficile à classer, oui, oui. Mais disons que vous pouvez dire que c'est une autobiographie romancée, de toute façon. Mais c'est vrai que, voilà, mais c'est un roman aussi. C'est vrai que, voilà, c'est difficile à classer, c'est vrai, mais justement, c'est peut-être plus interpellant aussi. Moi, quand on me présente un roman comme celui-là, j'ai vraiment envie de l'ouvrir et de découvrir ce que c'est justement. Et je me posais la question, est-ce que vous êtes retourné en République démocratique du Congo depuis cette période-là, puisque ça a changé de nom encore, mais est-ce que vous êtes Non, reparti dans le pays finalement? malheureusement non. J'espère que, on ne sait jamais, peut-être que ce roman va me permettre d'y retourner. Je viens de rencontrer dimanche passé Madame la consul de Belgique à Lubumbashi, qui me disait qu'elle essayerait éventuellement de faire quelque chose de particulier pour la journée de la petite fille, qui aura lieu apparemment au mois de mars, d'après ce qu'elle me dit. Moi, je n'étais pas au courant de cette journée-là, mais elle aimerait que nous fassions quelque chose. Lydia Bongui, qui a écrit aussi un livre sur son enfance, et moi-même. Donc, elle, elle voudrait faire quelque chose avec nous deux. On verra bien. Est-ce que ce serait à Lubumbashi là? Ce serait merveilleux. Mais voilà, même si ce n'est pas là, peut-être un jour, Mais j'espère y retourner en tout cas. quoi qu'il en soit, il faudra venir nous le dire si c'est le cas. Est-ce que le, Oui. le livre est disponible là-bas ou pas du tout? Non, je ne crois pas, non. Mais par Internet, on peut toujours le commander, évidemment, de Mhm. n'importe où dans le monde. J'ai ma nièce qui vit au Canada qui en a commandé, et mon éditrice les envoie à ce moment-là Mhm. par colis. On peut les envoyer partout dans le monde, c'est sans problème. Mais évidemment, on ne les trouve pas en librairie dans d'autres pays actuellement, en tout cas. Pas Mais je sais actuellement. qu'Émilie travaille Mhm. à une internationalisation, je crois, de sa maison d'édition et j'espère beaucoup être un jour en France. En tout cas, déjà ça, ce serait merveilleux. En France, ce serait bien. Et puis, qui sait, peut-être en République démocratique du Congo. Je pense que ça pourrait intéresser des gens là-bas aussi. Pour Oui, vous qui oui, nous écoutez, vous voyez dans le chat que le super robot de Kiko a mis les liens vers notamment le site en page édition. Et vous avez le lien direct vers le livre de Fabienne Zuterman. N'hésitez pas à aller faire un tour si elle vous a convaincu, et je n'en doute pas. Dernière question pour moi, avant de vous laisser le mot de la fin, mais quels sont vos projets? Parce que c'est un livre qui vient de très 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 loin, comme vous le disiez. Est-ce que vous avez d'autres projets? oui, le second tome, en fait, est déjà en route. Je viens de l'envoyer à l'éditrice hier. Je l'ai retravaillé il y a quelques jours et voilà, donc vous aurez la suite de l'histoire jusqu'à mes 17 ans.
C'est un roman qui est aussi un condensé d'émotions comme le premier. Et voilà, c'est, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que voilà, il faut que ce roman-ci fasse sa vie d'abord avant de pouvoir publier un second. Et voilà, c'est plus belle sera sa vie, plus vite peut-être aurons-nous le plaisir d'avoir le second tome. Nous verrons bien. Et alors Fanny demande dans le chat, n'est-il pas perturbant de mélanger du réel et de le romancer aussi un petit peu? Mais perturbant, tout est perturbant. Si vous imaginez des choses, ça peut être perturbant aussi. Moi, j'ai eu la chance de vivre 3 années extraordinaires. Pourquoi ne pas se servir de ce matériel-là qui était vraiment... ça me tenait tellement à cœur, je vibrais d'une façon tout à fait autre qu'à ce que je pouvais imaginer. Donc voilà, et puis voilà, ça m'interpellait sans doute plus. Mais ça n'était pas plus perturbant, non, je ne crois pas. Et pour le lecteur, demande Fanny, est-ce que ça peut être perturbant de mélanger comme ça ce qui est réel et ce qui l'est moins, ou pas du tout? Mais en fait, mais tous les faits que vous lirez dans ce livre, il faut que vous sachiez que ça s'est vraiment passé. Donc tout est réel. Le fait que ce soit romancé, c'est le style du roman, le style d'écriture qui est poétique, qui vous fait voyager, c'est très imagé. Vous aurez l'impression de voir un film se dérouler devant vos yeux, c'est ce qu'on m'a dit souvent en retour. Et c'est ce que j'ai voulu faire d'ailleurs, que l'œil de Lise soit une espèce de caméra qui vous filme un petit peu les scènes et les paysages et les visages des gens. Voilà, j'ai vraiment voulu que toutes les émotions soient ressenties par le style du roman. Et puis bon, les pensées des personnages qui sont imaginées, forcément, bon ça, c'est le roman aussi. Et le temps file, il filera aussi quand vous lirez L'Afrique pour se perdre. Je vais évidemment vous laisser le mot de la fin avant de refermer le couvercle de cette boîte qui est passée très très vite. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Vous êtes religieusement en train d'écouter. C'est assez impressionnant, mais c'est un voyage très intriguant, je dirais, que vous nous proposez. Que souhaitez-vous nous dire pour conclure cet échange qui était captivant? Eh bien, je souhaite surtout que lorsque vous aurez lu le livre, revenez vers moi via Facebook, via les séances de dédicaces, revenez me dire ce que vous en avez pensé et partageons surtout une émotion, vous et moi, vous les lecteurs et moi-même. C'est vraiment l'aventure que je souhaite vivre le plus profondément, c'est de partager ça avec vous. Voilà. Eh bien, je pense que le message est passé. Merci. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, Facebook et autres, à dire ce que vous en avez pensé à Fabienne. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que vous avez passé un très bon moment aussi avec nous. C'était court et intense, mais avec grand plaisir. C'était très très agréable. Et puis une occasion supplémentaire de découvrir en page édition qu'on a l'occasion de découvrir petit à petit avec des auteurs très très talentueux qui viennent nous faire voyager, puisque Eva Binamé c'était le Pérou. Avec vous on part au Congo, Zaïre, puis République démocratique du Congo. Je vous remercie, mais passez une très bonne fin de soirée. Restez peut-être avec nous parce que en coulisses, pendant ce temps qui se prépare, eh bien c'est Anouk Schutteberg qui va nous rejoindre. Je la vois dans la pénombre qui se prépare. Voilà. Je vois que tout le monde est en forme. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir été avec nous sur cette chaîne Twitch et dans la boîte.